Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons parler d'un projet que j'ai réalisé ou que je travaille dessus depuis un certain temps, qui est la détection de paludisme par frottis sanguin. Et ce projet m'a pris beaucoup de temps. Et je veux dire aussi que ça fait un moment que j'annonce sur la chaîne qu'on va faire un cours spécial machine learning sur Rust. Ça a pris un peu de temps à cause de ce projet, parce que je l'avais entamé bien avant. Après, j'ai eu quelques complications, mais ça va. Le but, c'est ici de présenter le projet, présenter le modèle que j'ai conçu, comment les gens vont pouvoir peut-être l'utiliser en local, ou bien quelle est la suite pour ce projet, parce que ce projet, je l'ai annoncé sur LinkedIn. Les gens étaient très enthousiastes et ils veulent savoir la suite. Donc, déjà, on a allé sur un modèle en Rust, on a conçu un CNN, parce que je vais dire que les données sur lesquelles on entraîne le modèle, ce sont des images. Donc, les CNN à la base, c'était les plus adaptés pour ce type. Mais les CNN, on les a assez optimisés parce qu'on est sur un dataset de près de 30 000 images. Ce qui n'est pas facile. Je vais vous montrer le dataset pour que vous puissiez vous-même visualiser un peu ce qui se passe dans le dataset. Ouais, je vais vous montrer le dataset. Donc, le dataset est assez robuste. On est sur beaucoup d'images en fait. Donc, le but ici, c'était d'utiliser ces images-là pour faire des prédictions. Donc, c'est un peu le but du travail ici. Et c'était un travail assez compliqué. D'abord, il fallait trouver les données. Après avoir trouvé les données, il fallait les traiter. Après avoir traité la donnée, il fallait faire un tas de choses. Donc, vous pouvez visualiser ici. Vous voyez ici, il y a les images de frottis sanguins et tout ce qui va avec. On va agrandir un peu. Ok, c'est bon. Donc, ici, c'est un peu ça. Mais sinon, le projet en soi, c'est un projet qui m'a été confié par une personne. Il m'a dit que le paludisme en soi, c'est une maladie en Afrique qui touche beaucoup de gens. Si on pouvait faire un modèle pour ça. Et moi, j'ai déjà été victime de cette maladie. Donc, j'ai pris le projet à cœur. Et j'ai pris le projet à cœur, j'ai décidé de le réaliser. Donc, ici, c'était d'abord juste pour vous montrer les images. On va entrer dans le projet. Donc, ici, là, le modèle est déjà entraîné. Mais je veux rappeler que le modèle n'est pas encore perfectionniste. On est sur des losses qui vont aller de 0 à de 0,1 à 0,2. Donc, il y a des losses encore assez grands parce que pour des modèles de CNN, les losses doivent être en 0,0. Donc ici, vous avez quelques images de l'entraînement. Ici, là, je rappelle que c'est un modèle totalement fait en Rust. Le modèle est totalement fait en Rust. Mais la chance que vous avez, c'est que si vous téléchargez le modèle, vous avez juste à ajouter le fichier data qui est dans ce fichier git ignore. Et vous avez ajouté vos données que vous souhaitez et vous pouvez utiliser le modèle en local. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, lors de l'envoi du modèle en ligne, j'ai supprimé les données parce que les données étaient assez volumineuses. Donc, la personne qui va souhaiter réutiliser le modèle pour entraîner ou bien que pour une autre anomalie, il a juste à télécharger le modèle sur Git et rajouter ce fichier-là et mettre les données à l'intérieur. Ok, on va commencer directement par la présentation du modèle. Ici, là, comme je vous ai dit, on a dit il y a des détections de CNN avec Burn. On a utilisé un framework parce que déjà au départ, sur le projet, j'ai essayé de coder un modèle en dur sans framework. Mais le problème avec ce type de modèle en dur qui va travailler sur des images, c'est qu'à chaque fois, il y avait un paramètre qui sautait. Donc, quand j'optimisais un paramètre, il y avait un autre qui sautait et tout ce qui va avec. Donc, j'ai décidé de prendre un framework qui était déjà standardisé et qui maîtrisait correctement le calcul tensoriel. Donc, c'est ce qui m'a amené à utiliser ce framework qui est d'ailleurs très robuste. Ici, on a un aperçu du projet. On dit que le développement d'un système de détection automatique de paludisme par l'analyse d'images de frottis sanguins en utilisant un réseau de neurones convolutifs implémenté en Rust Burn. Donc, ça, c'est l'utilisation du projet. Et ici, là, on entre dans la problématique. Le paludisme touche annuellement 229 millions de personnes et cause 400 000 décès par an. C'est assez énorme. Et dis moi, j'ai été victime de cette maladie, donc je sais à quel point cette maladie est fatale. On dit longueur, 30 minutes, échantillon. OK. Et je veux rappeler qu'ici en Afrique, c'est encore plus fatal dans le sens où tout le monde n'a pas accès aux soins de santé. Les laboratoires d'analyse sont rares. Et vous allez voir quand on récupère les frottis sanguins, généralement dans les hôpitaux en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans un hôpital spécialisé, loin, ce qui va prendre 2 à 3 heures de temps pour pouvoir avoir des scanners là-bas, je ne sais pas quoi, avant de scanner l'image. Donc l'application, parce que je projette continuer ce modèle pour le mettre dans un serveur, l'application va permettre de prendre des photos de frottis sanguins au final et de sortir un diagnostic complet. C'est ce que je souhaite pour ce projet et c'est comme ça que je compte continuer.
Ici, là, on crée une solution d'IA. Et qu'est-ce que va faire le modèle? Il va faire une classification binaire sur l'image. On a fait un pré-traitement automatique. On a fait un entraînement distribué. On a fait un monitoring en temps réel. On a sauvegardé les paramètres. Donc, c'est un peu ce que le modèle a fait. Et c'était pas facile. Ce projet m'a pris environ 2 à 2 semaines et demie. Déjà dans la recherche des données, la recherche et tout ce qui va avec. Et ici, on a l'optimisation. Pour l'optimisation du modèle, on a le batch, normalisation, on a l'adaptativité pooling, on a descente de poids, on a dit poids et régularisation L2, on a drop out, qui est une méthode assez connue, on a learning rate adaptatif. Donc ici, là, au départ aussi, j'ai eu des problèmes d'entraînement de ce modèle au niveau des GPU. Vu que ça consomme énormément de GPU, j'ai dû descendre au bas de gamme pour utiliser les CPU. Donc, je peux utiliser les GPU, ce qui fait que l'entraînement était très lent. Et je rappelle ici que la couche qu'on entre dans l'architecture du modèle, on a les inputs, qui sont les images de 80 x 80 avec 3 de profondeur. On a fait un réseau de neurones convolutif, donc il y a 3 couches. Après, on a une couche de pooling, et après, maintenant, on a une dernière couche de réseau de neurones. C'est ça qui fait la prédiction, c'est ça qui va faire la sortie sous forme de probabilité. Ici, là, maintenant, on a les métriques sur les images. On a une précision. Ça, c'est à terme ce que le modèle va pouvoir faire. On a une précision de 85 à 92%. Parce que déjà, les images ici vont être assez propres. Et on peut se rendre compte que les gens peuvent uploader des images sur la plateforme qui ne sont pas assez propres. Donc, on a pris tout ça en compte. On a le temps d'entraînement du modèle. Pour une personne qui va souhaiter entraîner ça, c'est de 2 à 4 heures de temps. Le temps d'inférence, c'est une seconde est égale à une image. Donc, le temps d'inférence est assez robuste. Déjà, c'est Rust qui permet ça. C'est Rust qui permet ça avec d'autres modèles comme Python. Mettre un modèle en ligne et faire ce type de ratio serait très très coûteux, mais très très lent. La taille du modèle, c'est moins de 50 mégas. Et c'est ce que j'insistais dans ma précédente vidéo, c'est que l'avantage avec la formation que je vais vous donner, c'est de pouvoir construire des modèles assez simples, compacts et légers. Parce qu'on ne peut pas faire un modèle qui va tout faire, qui va à la fois prédire du paludisme, prédire du mal, je ne sais pas quoi. Donc, on va faire des modèles ultra spécialistes comme celui-ci que j'ai conçu. On a la mémoire en CPU. La mémoire en CPU du modèle, c'est moins de 2 Go. Quand je parle moins de 2 Go, on est sur moins de 1 Go, même si je ne me trompe pas. Mais on inclut tout ce qui va avec. On inclut vraiment beaucoup de choses. Ça veut dire que le modèle s'il peut tourner facilement sur une machine de 4 Go de RAM. Donc, c'est l'avantage que Rust permet aussi. Ici, on a la comparaison de versions. On a la précision ici, c'était bon. Donc, on avait 95 à 92%. Mais le temps d'entraînement ici, là, vu que les filtres étaient assez costauds, c'était de 4 jours. Donc, on a dû réduire ce temps d'entraînement je pense, à 2 à 4 heures de temps. Et les premiers paramètres étaient assez énormes. C'était 1,2 million de paramètres. Et l'équilibre ici, deuxième paramètre, c'était, on va dire que c'était 450 000. Et après, on a fait un autre modèle ultra léger qui était de 150 000 paramètres. Donc, le projet m'a pris assez de temps déjà pour optimiser parce que la conception du modèle en lui-même n'est pas problématique. C'est avoir les bons résultats. C'est ça qui fait la différence entre les concepteurs de modèles. On a un concepteur de modèle qui va aller sur une précision de 50%. On a un concepteur de modèle qui va aller sur une précision de, je ne sais pas, 90%. Mais le problème ici, c'est que c'est une application assez critique. Ce sont des vies qui sont en jeu. Donc, j'étais obligé de faire cette perte de temps-là pour optimiser le modèle. Ici, on entre sur la structure des données. Ici, vous pouvez voir dans Data, il y a deux types de données. Il y a les données de frottis sanguin qui contiennent des anomalies et les données de frottis sanguin qui ne contiennent rien. Donc, déjà, on va faire un entraînement par, on va dire quoi, on va dire ça comment, de manière intermédiaire, c'est-à-dire quoi, on entraîne d'abord sur les données qui sont bien, après on entraîne sur les frottis paralysés pour que le modèle puisse faire une bonne classification de toutes les images. Donc, c'est un peu la présentation du projet ici. L'architecture du projet en soi ne va pas aider. Ici, on a dit la phase de prototype. Dans la phase de prototype, on est allé sur une architecture de CNN, pipeline de données, entraînement basique et tout ce qui va avec. Et la phase 2, on a réduction du temps d'entraînement, on a optimisation de la mémoire, du calcul, on a implémentation des métriques avancées. Parce que aussi, dans les modèles, il faut savoir faire ce qu'on appelle les logs. Il faut savoir capter tous les moindres mouvements qui apparaissent, on va dire quoi, lors de l'entraînement du modèle pour pouvoir mieux l'optimiser. On a dit maintenant la phase d'industrialisation, c'est cette phase qui me permet à moi de mettre ce modèle dans un serveur pour le faire tourner et pouvoir donner cette application à tout le monde.
On a dit code modulaire, c'est impeccable. On a dit modèle sauvegardé. Oui, c'est normal. Ici, on va sauvegarder pour pouvoir charger les paramètres. Ici, on a une feuille de route. Bon, cette feuille de route n'est pas assez adaptée. Elle est facultative. On a maintenant l'impact médical de ce type d'application. On a l'accessibilité en zone rurale. Donc, l'accessibilité en zone rurale pour cette application est cruciale. À partir d'un smartphone, les gens vont pouvoir faire un scanner. On a la réduction de variabilité et interopérabilité. On a les coûts réduits. Comme je vous disais tantôt, l'interopérabilité va permettre à tous les hôpitaux, je ne sais pas, de pouvoir faire des diagnostics sur leur frottis sanguin. Mais déjà, ça nécessite encore beaucoup de travail pour arriver à cette étape-ci. Mais déjà, le modèle est là. Tout le monde peut l'utiliser. On a les diagnostics à distance. On a les dépistages de masse. C'est ce qui est le plus important. Pour un dépistage de masse, on ne doit pas mettre tout le monde au microscope. On prend les frottis sanguins, on a des photos, on envoie au modèle et le modèle va sortir des diagnostics adaptés, personnalisés pour tout le monde. Donc, c'est un peu les avantages que cela va apporter. Le code est assez complexe. Je ne veux pas qu'on entre dans le code. Ici, là, c'est d'abord pour présenter on va dire quoi, pour présenter l'avancement du modèle. Donc, ici, là, on va entrer dans un fichier qui stocke l'entraînement du modèle au fil du temps. Donc, c'est le fichier le plus, je vais dire le plus capital, l'un des fichiers les plus capital pour ce projet. Voilà. Ici, là, c'est le fichier qui nous a permis, qui sauvegarde l'entraînement. On va rentrer dans ce fichier. Non, c'est assez volumineux. On va rentrer dans celui-ci. OK. Je vous rappelle que j'ai entraîné ce modèle sur 50 époches. Quand je dis 50 époches, ça veut dire que le modèle est passé sur les données, ou bien les données sont passées, les données entières sont passées dans le modèle 50 fois. Donc ici, on a la première époche et on va essayer de voir ensemble l'évolution. Dans la première époche, on a l'accurance et on a le log. Donc l'accurance ici, c'est plus c'est grand, plus ça montre que le modèle est performant. Donc ici, les premières occurrences, vous pouvez voir, c'est pas assez grand. Les plus grands sont autour de 75. C'est pas déjà mal, mais c'est pas ce qu'on veut pour un modèle qui va sauver des vies. Les logs sont assez grands. Ici, les logs sont autour de... Le plus petit log est à 0,6. Donc, c'est encore assez critique. On va aller maintenant dans le... Prenons on va dire quoi, le 18e époche pour voir un peu l'évolution du modèle. On va prendre les logs. On va prendre les logs ici. Voilà. Vous pouvez voir que ici, là, l'erreur qui était de 0,6 dans l'époche 1 est passée à 0,1. Et ici, c'est passé à 0,09. Ce qui montre que le modèle apprend extrêmement. C'est ça qui montre que le modèle est en train de vraiment s'accaparer des données. C'est le modèle en train de vraiment capter les patterns qui sont sur les données. Donc, c'est un peu tout ce qu'on peut analyser sur le côté technique dans ce projet. Et c'est peut-être la première vidéo, peut-être je vais faire une deuxième sur ce projet. Mais c'est un peu sur quoi je travaille et c'est un peu sur quoi j'ai tenu à mettre les gens au courant. Bon, c'était tout pour cette vidéo et à nous revoir dans la prochaine vidéo.